Dès l'instant où j'ai posé le pied dans cette vieille maison en pierre de la rue des Mimosas, j'ai su qu'elle était à moi. Chaque pierre, chaque poutre, chaque rayon de lumière qui filtrait par les baies vitrées me murmurait un avenir que j'avais construit seul, avant l'amour, avant la trahison. J'ai acheté cette maison avec l'héritage de ma grand-mère Geneviève, décidée à créer un espace qui soit véritablement le mien. Je lui avais donné toute mon âme, restaurant les parquets, peignant chaque pièce avec des couleurs qui me rappelaient les champs de Provence où j'avais grandi, plantant de la lavande et du romarin dans le jardin arrière. Le quartier Sainte-Anne était tranquille, avec des voisins qui me saluaient chaque matin pendant que j'arrosais mes plantes. Madame Dubois, la vieille dame qui vivait en face, m'apportait toujours du pain frais le dimanche. Une maison sans l'odeur du pain, c'est comme un corps sans âme, me disait-elle, et j'acquiesçais, reconnaissante d'avoir enfin un endroit que je pouvais appeler mon foyer. Quand j'ai rencontré Michel lors de ce vernissage dans une galerie d'art du centre-ville, je n'imaginais pas que je finirais par partager mon sanctuaire avec lui. Il était charmant, magnétique même, et j'ai confondu sa nature contrôlante avec de la passion. Il parlait de voyages, de livres qu'il avait lus, de son travail d'architecte. Il m'a conquise avec des mots et des promesses, avec des regards intenses et des gestes qui semblaient sincères. Notre relation fut rapide, presque vertigineuse. En moins d'1 an, nous étions mariés lors d'une petite cérémonie dans le jardin de ma maison. Michel n'a jamais contribué au prêt immobilier ni aux réparations, mais il se pavanait dans la maison comme un roi dans un château qu'il n'avait pas gagné. J'ai ignoré les signaux d'alarme. L'amour peut être aveuglant de cette manière. Je me souviens de la première fois où il a haussé le ton, parce que j'avais changé la disposition des meubles sans le consulter. « C'est aussi ma maison maintenant », dit-il avec une froideur qui me glaça. Je lui ai donné raison, pensant qu'il était normal qu'il veuille s'approprier les lieux. Mais d'autres exigences sont vite suivies. Que je n'invite plus certaines amies, que je le consulte avant de faire le moindre changement, que j'arrête de planter autant d'herbes inutiles dans le jardin. Avec le temps, le caractère de Michel s'est aigri. Ce qui n'était autrefois que de subtiles manipulations est devenu des exigences ouvertes. Il a commencé à inviter ses amis sans me prévenir, occupant le salon avec leurs réunions bruyantes pendant que je me réfugiais dans la pièce que j'avais transformée en bureau. Les soirées étaient tendues, les matins silencieux. La maison qui avait été mon refuge est devenue un champ de bataille. Un dimanche après-midi, après un repas de famille, Michel m'a regardé droit dans les yeux et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il voulait ma maison, non pas pour nous, mais pour sa sœur, Lucie. Au début, j'ai cru qu'il plaisantait. Lucie venait de se séparer de son mari et traversait une période difficile, selon Michel. Mais la maison était mon héritage, le fruit de mes efforts, ma seule sécurité dans un monde qui m'avait toujours semblé instable. Je lui ai expliqué cela avec tout le calme que je pus trouver, espérant qu'il comprendrait, qu'il verrait l'absurdité de sa demande. Michel a souri de cette manière que j'avais appris à craindre. « Tu es égoïste », dit-il d'une voix douce. « Ma sœur a besoin d'aide, et tu as tout ça. Tu ne peux pas partager un peu de ta chance. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis souvenu de ma grand-mère Geneviève, de ses mains tannées par le travail, de sa détermination. « Ne dépends jamais de personne, ma petite, » me disait-elle. « Avoir sa propre maison, c'est la liberté. » Je n'avais pas travaillé si dur pour offrir ma liberté à quelqu'un qui ne la valorisait pas. Les semaines suivantes, la pression s'est accentuée. Michel a cessé de me parler, sauf pour mentionner à quel point Lucie avait besoin d'un foyer. Les dîners sont devenus silencieux, les nuits plus froides. Pendant ce temps, j'ai remarqué que de petits objets personnels commençaient à disparaître. Des photos de famille, des lettres de ma grand-mère, même certains documents importants. J'ai commencé à conserver des copies de tout dans un coffre-fort à l'extérieur. J'ai vérifié le testament, les titres de propriété, l'acte de vente. Tout était à mon nom. Je n'avais jamais ajouté Michel comme copropriétaire, non par méfiance, mais parce que je croyais en l'indépendance. Maintenant, cette décision s'avérait providentielle. Cependant, rien ne m'avait préparé à ce qui allait suivre. Un matin, en rentrant de mon travail à la bibliothèque municipale, j'ai trouvé la serrure changée. Mes clés ne fonctionnaient plus. À travers la fenêtre du salon, j'ai vu Lucie assise sur mon canapé, comme si elle y vivait depuis toujours. La trahison fut comme un coup physique, me laissant sans souffle. Je ne pouvais pas croire que Michel était allé si loin. Il avait non seulement trahi ma confiance,
mais il avait envahi le seul espace qui était véritablement le mien. À cet instant, alors que je frappais désespérément à la porte que j'avais autrefois ouverte avec fierté, j'ai su que la guerre avait commencé, et je n'étais pas prête à perdre. Je me souviens de la façon dont Michel l'a dit, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Lucie a besoin de stabilité », argumenta-t-il cet après-midi-là, quand j'ai enfin pu le confronter par téléphone. Elle vient de se séparer d'Arnaud et traverse une période très difficile. Je l'écoutais parler des besoins de sa sœur comme si les miens n'existaient pas, comme si ma maison était un bien communautaire et non le fruit de mes efforts. « Tu dois comprendre, Isabelle », continua-t-il avec ce ton condescendant qu'il avait perfectionné durant notre mariage. « Et c'est juste temporaire. Quelques mois, le temps qu'elle trouve quelque chose à elle. »« Et pourquoi ne m'as-tu pas consulté avant ?» demandai-je, serrant fort le téléphone. « Pourquoi changer les serrures ? C'est toujours ma maison, Michel. » Sa réponse fut un rire sec. « Ne dramatise pas. Tu aurais refusé et Lucie devait emménager tout de suite. En plus, c'est la famille. Tu vas laisser ma sœur à la rue ?» Ce qui a suivi a ressemblé à un cauchemar. Pendant une semaine, j'ai tenté de récupérer l'accès à ma propre maison, dormant sur le canapé de mon ami Pascal. J'ai appelé des serruriers, mais tous ont refusé d'intervenir sans une ordonnance du tribunal. J'ai contacté la police, mais on m'a dit que c'était une affaire civile et que je devais parler à un avocat. Mon monde s'effondrait pendant que Lucie s'installait entre mes murs. Je l'ai vue un après-midi, sortant de ma maison avec un sac de mon supermarché habituel. Elle portait une de mes blouses, celle bleue, que Michel m'avait offerte pour notre 2e anniversaire. La rage m'a brûlé de l'intérieur, mais je me suis contenue. Je n'allais pas leur donner la satisfaction de me voir perdre le contrôle. Depuis la voiture de Pascal, j'ai observé Lucie marcher avec assurance sur le trottoir. Elle était grande, avec les mêmes cheveux sombres que Michel, et avait cette même façon de se mouvoir comme si le monde lui appartenait. Je ne l'avais jamais rencontrée officiellement. Michel avait toujours trouvé des excuses pour ne pas nous présenter, disant que sa sœur était compliquée et qu'elle n'aimait pas les nouvelles têtes. Maintenant, je comprenais pourquoi. « C'est elle, la fameuse Lucie ?» demanda Pascal, l'étudiant avec un froncement de sourcils. « Elle ne ressemble en rien à la description de Michel. »« Que veux-tu dire ?» demandai-je, sans quitter des yeux cette femme qui avait usurpé ma place. Michel parlait toujours d'elle comme si elle était fragile, ayant besoin de protection. Cette femme a l'air de tout sauf d'être fragile. Elle avait raison. Il n'y avait rien de vulnérable dans la façon dont Lucie marchait, dans la manière dont elle était entrée dans ma vie pour la détruire. Quelque chose clochait dans toute cette histoire. Ce soir-là, pendant que Pascal dormait, j'ai allumé mon ordinateur portable et j'ai commencé à enquêter. J'ai cherché Lucie Vargas sur les réseaux sociaux, dans les registres publics, dans toutes les bases de données auxquelles je pouvais accéder. L'information était rare, comme si elle avait délibérément effacé ses traces. J'ai trouvé quelques photos anciennes. Lucie à une fête. Lucie à ce qui semblait être un événement d'entreprise. Rien de révélateur. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose que Michel avait mentionné une fois, presque en passant. Lucie avait étudié à l'université d'Aix-Marseille. C'était un petit détail, mais il pouvait être utile. J'ai cherché dans les annuaires numérisés, et elle était là. Lucie Vargas Monet, diplômée en droit, promotion 2010. Le même visage, le même sourire hautain, mais il y avait autre chose. Sur l'une des photos de remise de diplôme, Lucie apparaissait aux côtés d'un homme plus âgé. La légende l'identifiait comme Antoine Monet, père de la diplômée. Je suis restée à regarder cette image pendant des minutes, essayant de comprendre ce que je voyais. Antoine Monet, ce nom, ce visage, un frisson a parcouru mon dos. Antoine Monet était le nom que ma mère murmurait dans ses sommeils agités, le nom que j'avais trouvé dans de vieilles lettres cachées dans son armoire après sa mort. Antoine Monet, l'homme qui l'avait abandonnée en apprenant qu'elle était enceinte de moi. Mon père. La révélation m'a frappée comme une gifle. Lucie n'était pas seulement la sœur de Michel, elle était ma demi-sœur, une sœur dont j'ignorais l'existence, née du même homme qui m'avait refusé son nom et sa présence. Savait-elle qui j'étais ? Cette occupation de ma maison était-elle une vengeance soigneusement planifiée ? Michel était-il au courant de tout cela ? Les questions se bousculaient dans mon esprit, tandis que les pièces du puzzle s'assemblaient lentement. Je me suis souvenu de notre rencontre avec Michel, dans cette galerie qui semblait si fortuite. Était-ce vraiment une rencontre due au hasard ? Ou Lucie avait-elle tout orchestré depuis le début,
utilisant son frère comme un pion dans un jeu auquel je ne savais même pas que je participais. La rage initiale a cédé la place à une froide détermination. Si Lucie voulait la guerre, elle l'aurait. Mais je ne jouerais pas salement comme elle. J'avais la loi de mon côté. Le lendemain matin, j'ai appelé Julien Sagnier, un avocat recommandé par un collègue de la bibliothèque. Je lui ai expliqué la situation avec tous les détails possibles, sauf mes soupçons sur le lien de parenté avec Lucie. C'était quelque chose que je devais confirmer avant. « L'acte de propriété est à votre nom, c'est exact ?» demanda Julien après m'avoir écouté attentivement. « Et vous n'avez jamais ajouté votre mari comme copropriétaire ?»« Jamais, ai-je confirmé. La maison était un héritage de ma grand-mère, et je l'ai toujours gardée à mon nom. »« Bien, acquiesça-t-il. Cela simplifie les choses. Votre mari n'a aucun droit légal de changer les serrures, ni de permettre à des tiers d'occuper la propriété sans votre consentement. Nous pouvons demander une ordonnance d'expulsion immédiate. » Pendant que Julien préparait les documents nécessaires, j'ai poursuivi mon enquête. J'ai obtenu le numéro de téléphone d'une ancienne camarade d'université de Lucie et, en me faisant passer pour une vieille amie commune, j'ai obtenu plus d'informations. Lucie et Michel n'étaient pas frères et sœurs biologiques. Lucie avait été adoptée par la famille Vargas à l'âge de 5 ans, après la mort de sa mère biologique dans un accident. Tout s'emboîtait. Antoine Monet avait abandonné ma mère pour être avec celle de Lucie. Quand celle-ci est morte, il a de nouveau disparu, laissant Lucie aux soins des Vargas. Nous étions les filles du même homme, mais nos vies avaient pris des chemins très différents. Une semaine plus tard, je me trouvais devant ma maison avec une ordonnance du tribunal et 2 policiers. Michel avait été notifié, mais n'était pas présent. Seule Lucie m'attendait, debout sur le porche que j'avais peint avec tant d'amour. « Le jeu est terminé, » dis-je, en lui tendant l'ordonnance d'expulsion. « Tu as 48 heures pour sortir tes affaires de ma maison. » Lucie prit le document et le lut attentivement, sans montrer de surprise ni de colère. Quand elle a levé les yeux, j'ai vu quelque chose dans son regard que je n'attendais pas. De la reconnaissance. « C'était donc toi, depuis le début ?» demanda-t-elle à voix basse. « Isabelle Monet, la fille légitime. » Je n'ai pas répondu. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. « Tu sais qui je suis, » continua-t-elle. « Tu l'as découvert. J'en sais plus que tu ne le crois. » ai-je répondu, en gardant mon sang-froid. Et je sais que cette histoire ne concerne ni Michel ni une maison. Elle concerne Antoine. En entendant ce nom, quelque chose a changé dans son expression. L'espace d'un instant, j'ai vu la petite fille qui avait été abandonnée, la femme qui avait grandi avec un vide qu'aucune famille adoptive ne pouvait combler. Pendant un instant, j'ai presque ressenti de la compassion. Presque. Lucie était ma demi-sœur. Michel ne le savait pas. En fait, personne ne le savait. Mon père, Antoine Monet, avait mené une double vie pendant des années, créant 2 familles distinctes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. J'avais découvert la vérité il y a longtemps, après la mort de ma mère, en trouvant parmi ses affaires de vieilles photographies et des lettres qui révélaient l'existence de l'autre famille, d'Antoine. Je me souviens du jour exact où tout a changé pour moi. Je triais les affaires de ma mère dans la petite maison où j'avais grandi, celle que j'avais dû vendre pour payer ses dettes médicales. Au fond d'une vieille malle, j'ai trouvé une boîte à chaussures remplie de lettres attachées par un ruban décoloré. C'étaient des lettres d'amour d'Antoine à ma mère, datées bien après ce que je croyais avoir été son abandon. Il y promettait qu'un jour ils quitteraient l'un l'autre et qu'ils seraient de nouveau ensemble. Parmi les lettres se trouvaient aussi des coupures de journaux, la nécrologie d'une certaine Hélène Monet, décédée dans un accident de voiture en 1992, et une photographie d'une petite fille avec un nom écrit au dos, Lucie, 5 ans. Je n'ai pas eu besoin d'être détective pour assembler les pièces. Antoine avait été avec cette femme, Hélène, en même temps qu'avec ma mère. Quand Hélène est morte, il a simplement disparu, laissant Lucie orpheline. Poussée par un mélange de curiosité et de rage, j'ai engagé un détective privé pour retrouver cet enfant. Cela m'a pris des mois, mais j'ai finalement découvert que Lucie avait été adoptée par la famille Vargas, un couple sans enfant qui lui a donné son nom et l'a élevée comme leur propre fille. Je n'ai jamais essayé de la contacter. Qu'aurais-je pu lui dire ? « Salut, je suis la fille de l'homme qui a abandonné ta mère et qui t'a ensuite abandonnée. Certains secrets sont mieux gardés. » C'est du moins ce que je pensais, jusqu'à ce que je la voie assise dans mon salon, jouant la victime, feignant de ne pas savoir qui j'étais. Parce qu'elle savait.
C'était ça qui me faisait rire. L'ironie était presque poétique. Elle avait passé des années à comploter dans mon dos, manipulant clairement Michel, son propre beau-frère, sans qu'aucun des deux ne se rende compte du sang qui nous liait. « Depuis combien de temps le sais-tu » lui ai-je demandé en observant comment ses yeux, si semblables aux miens, évitaient mon regard. « Savoir quoi » répondit-elle, mais sa voix tremblait légèrement. « Que nous sommes sœurs » dis-je, prononçant à voix haute pour la première fois ce mot qui nous unissait et nous séparait à la fois. « Qu'Antoine Monet est notre père. » Lucie pâlit. Un instant, elle sembla sur le point de tout nier, puis ses épaules s'affaissèrent, comme si on lui enlevait un poids. « Je l'ai découvert il y a 3 ans, avoua-t-elle finalement. J'ai trouvé les documents de mon adoption et j'ai commencé à chercher ma famille biologique. Antoine était déjà mort, mais j'ai trouvé des informations sur toi et sur ta mère. Et tu as décidé de me prendre ma maison en guise de vengeance ?» demandai-je, ressentant un mélange d'incrédulité et de colère. Quelle est ma part de responsabilité dans ce qu'a fait notre père ? Tu ne comprends pas, dit Lucie. Et pour la première fois, je vis des larmes dans ses yeux. Quand j'ai découvert qui tu étais, j'ai fait des recherches sur toi. J'ai vu ta vie parfaite, ta belle maison, ton travail stable, tout ce que je n'ai jamais eu. Antoine vous a choisi, toi et ta mère. J'étais celle qui a été rejetée, l'oubliée. Ma vie parfaite ? Répétai-je avec amertume. Tu ne sais rien de ma vie, Lucie. Ma mère est morte lentement d'un cancer, pendant qu'Antoine nous envoyait des miettes pour apaiser sa conscience. J'ai dû vendre la maison de mon enfance pour payer ses dettes. J'ai cumulé 3 emplois pour pouvoir étudier. Rien ne m'a été donné. Mais il t'a laissé son nom ? Insista Lucie. Moi, il m'a laissé dans un orphelinat. Je la regardais, essayant de voir au-delà de ma colère. D'une certaine manière, nous étions toutes les deux victimes d'Antoine Monet, un homme qui avait semé la division et la douleur sur son passage. « Et Michel ?» demandai-je. « Comment s'intègre-t-il dans tout ça ?» Lucie détourna le regard. « Michel ne sait rien. Nous nous sommes rencontrés par hasard à une fête il y a 4 ans. Quand j'ai découvert qu'il était marié avec toi, ça a semblé être le destin, une opportunité. » « Une opportunité pourquoi ? Pour détruire mon mariage ? Pour me voler ma maison ? Pour te connaître ?» répondit-elle d'une voix à peine audible. « Pour faire partie de ta vie, même de cette façon. » Sa réponse me laissa sans voix. Espérait-elle vraiment que je croie ça ? Que toute cette mascarade n'était que sa manière tordue de s'intégrer dans ma vie ? « Tu aurais pu me contacter directement, » dis-je. Nous aurions pu parler comme des personnes civilisées. Au lieu de ça, tu as manipulé Michel, envahi ma maison, et maintenant tu t'attends à ce que j'aie pitié de toi. Je ne veux pas de ta pitié, répliqua-t-elle, retrouvant un peu de sa morgue initiale. Je veux ce qui me revient de droit. Et qu'est-ce que c'est, exactement ? Une partie de l'héritage d'Antoine, dit-elle sans détour. Je sais qu'il t'a laissé de l'argent que tu as utilisé pour acheter cette maison. Alors voilà la vérité. Il ne s'agissait pas de me connaître ni de faire partie de ma vie. C'était une question d'argent, comme toujours. Tu te trompes, dis-je, ressentant un calme étrange. Antoine ne m'a rien laissé. Cette maison, je l'ai achetée avec l'héritage de ma grand-mère maternelle. Le grand Antoine Monet est mort aussi endetté qu'il a vécu, en faisant toujours semblant d'être plus qu'il n'était. Lucie me regarda avec incrédulité. Ce n'est pas possible. Il parlait toujours de ses affaires, de ses propriétés, des mensonges, l'interrompis-je. Antoine était un expert pour créer des illusions. Il t'a abandonné non pas parce qu'il ne t'aimait pas, mais parce qu'il ne pouvait pas subvenir à tes besoins. Tout comme il ne pouvait pas subvenir aux nôtres, à ma mère et à moi. C'était un escroc, Lucie. Et il semble que tu aies hérité de son talent pour la tromperie. Mes mots la frappèrent comme une gifle. Je vis dans ses yeux le même désarroi que j'avais ressenti des années auparavant, en découvrant la vraie nature de mon père. « Je ne te crois pas, » murmura-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. « Peu m'importe que tu me croises ou non, » répondis-je. « Tu as 48 heures pour quitter ma maison. Et dis à Michel que s'il veut me parler, qu'il le fasse par l'intermédiaire de mon avocat. » Je me suis retournée pour partir, mais Lucie m'a arrêtée avec une question. « Pourquoi ne m'as-tu jamais cherché ? Si tu savais que j'existais... » Je me suis arrêtée, réfléchissant à ma réponse. La vérité était compliquée, pleine de peur, de ressentiment et aussi de compassion, parce que je pensais que tu serais mieux sans connaître la vérité sur Antoine, dis-je finalement. J'aurais aimé ne jamais la connaître. Cette nuit-là,
Alors que je dormais chez Pascal pour la dernière fois, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Tu lui ressembles plus que tu ne le crois. Lucie, je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Le lendemain, quand je suis retournée chez moi avec la nouvelle clé que le serrurier avait installée, j'ai trouvé l'endroit vide. Lucie était partie, emportant ses affaires, et quelques-unes des miennes aussi. Une photographie de ma mère, un collier qui avait appartenu à ma grand-mère, un petit tableau que j'avais peint à l'université. De petits actes de vengeance qui semblaient insignifiants comparés à ce qu'elle avait tenté de me prendre. Je n'ai pas eu de nouvelles de Michel pendant des jours. Puis, un après-midi, il est apparu à la porte avec le regard d'un homme vaincu. « On peut parler ?» demanda-t-il. Je l'ai laissé entrer, mais je ne lui ai rien offert. Il s'est assis sur le bord du canapé, comme s'il ne se sentait plus à l'aise dans cet espace. « Lucie m'a tout raconté, » dit-il finalement. « Pour Antoine, pour le fait que vous êtes... sœur, demi-sœur, ai-je corrigé. Et ça ne justifie pas ce que vous avez fait. »« Je sais, » admit-il, passant une main dans ses cheveux d'un geste nerveux. « Je n'avais aucune idée de votre lien quand je lui ai suggéré de rester ici. Elle avait vraiment des problèmes, Isabelle. Son ex-mari l'avait laissée sans rien. Et ça te donnait le droit d'offrir ma maison ? Demandai-je, sentant la colère remonter en moi. De changer les serrures comme si je ne comptais pas ? Non, répondit-il à voix basse. Je n'ai aucune excuse. J'ai mal agi. Très mal. Son aveu de culpabilité ne m'a pas apporté le soulagement que j'espérais. C'était trop peu, trop tard. Où est-elle maintenant ? Demandai-je, plus par curiosité que par inquiétude. Elle est partie à Lyon, chez une cousine, répondit Michel. Elle m'a demandé de te dire qu'elle regrette d'avoir pris tes affaires. Qu'un jour, elle te les rendra. Je ne l'ai pas cru, mais ça n'avait plus d'importance. Ces objets, bien que précieux sentimentalement, n'étaient que des choses. L'important, c'était que j'avais récupéré mon espace, mon sanctuaire. Je veux le divorce, Michel, dis-je avec une clarté qui me surprit moi-même. Ce que tu as fait, il n'y a pas de retour en arrière possible. Je m'attendais à des protestations, des promesses de changement, peut-être même des larmes. Au lieu de ça, Michel a lentement hoché la tête, comme s'il était arrivé à la même conclusion depuis longtemps. « C'est mieux ainsi, » dit-il. « Ça n'a jamais vraiment été ma maison, n'est-ce pas ? Ça a toujours été seulement la tienne. » En le voyant partir, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de libération. J'avais perdu un mariage, mais j'avais retrouvé quelque chose de bien plus précieux, mon indépendance. Et même si je n'aurais jamais la famille dont j'avais rêvé, au moins maintenant, je connaissais la vérité sur mes origines. Cette nuit-là, seule dans ma maison reconquise, j'ai dormi profondément pour la première fois depuis des semaines. Sans Michel, sans Lucie, sans les fantômes du passé qui rôdèrent dans l'ombre. Juste moi, enfin libre de recommencer. L'action en justice a été rapide. L'acte de propriété était limpide. Mon nom, mon héritage, mon foyer. Je n'avais jamais ajouté Michel au titre de propriété. Je n'avais jamais partagé la propriété. Je m'étais protégée, non pas parce que j'avais prévu cela, mais parce que je croyais en l'indépendance. Comme me l'a appris ma grand-mère Geneviève, une femme qui dépend d'un homme est comme un oiseau dans une cage qui n'est pas la sienne. Julien, mon avocat, s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin, efficace, discret et surtout implacable. Peu lui importait que nous ayons affaire à une affaire familiale compliquée. Pour lui, les faits étaient simples. J'étais la propriétaire légale. Michel et Lucie étaient des occupants sans droit ni titre. « La loi est entièrement de votre côté, Madame Monet », m'a-t-il assuré lors de notre deuxième réunion dans son cabinet du centre de Paris. « Votre mari n'a aucun droit légal de changer les serrures ou de permettre à des tiers d'occuper la propriété sans votre consentement. Et le fait que nous soyons mariés ?» ai-je demandé, me souvenant vaguement de quelque chose sur la communauté de biens. « La maison a été acquise avant le mariage, avec un héritage qui est un bien propre, » expliqua-t-il patiemment. « De plus, dans votre contrat de mariage, vous avez spécifié la séparation de biens. Michel n'a aucune réclamation valable sur la propriété. J'ai ressenti un profond soulagement. Cette décision que j'avais prise des années auparavant, en insistant pour signer un contrat de séparation de biens malgré les protestations de Michel, me protégeait maintenant. Une fois de plus, la voix de ma grand-mère résonnait dans ma tête. Les bons comptes font les bons amis, ma petite. Les semaines suivantes, je me suis plongée dans un tourbillon de procédures judiciaires.
Julien a déposé une assignation en expulsion pour occupation sans droit ni titre, demandant l'expulsion immédiate et une mesure d'éloignement contre Michel. Nous avons également préparé une demande de divorce, invoquant la violence psychologique et l'abandon du domicile conjugal. Michel a contre-attaqué avec ses propres demandes. Il a prétendu avoir investi de l'argent dans des améliorations de la maison, que nous avions un accord verbal sur la propriété partagée, allant même jusqu'à insinuer que je n'étais pas mentalement stable. Chaque nouvelle accusation me faisait plus mal que la précédente, non pas pour son contenu, mais parce qu'elle révélait la vraie nature de l'homme avec qui j'avais partagé ma vie pendant 5 ans. C'est normal qu'il se défende bec et ongles, m'a prévenu Julien quand je lui ai montré les documents de la contre-demande, les mains tremblantes d'indignation. Il est acculé et il le sait. Les hommes comme lui ont toujours recours au même stratagème, discréditer la femme, se présenter en victime, tenter de manipuler le système. Et si ça marche ? Ai-je demandé, sentant un nœud d'anxiété dans mon estomac. « Ça ne marchera pas », a-t-il répondu avec une assurance qui m'a momentanément tranquillisée. Nous avons des preuves solides, des témoignages de voisins qui ont assisté au changement de serrure, les documents de propriété originaux, même des SMS où Michel admet avoir agi sans votre consentement. Avec chaque document que je signais, avec chaque déclaration que je faisais, je sentais que je reprenais un peu du contrôle que j'avais perdu. Je n'étais plus la femme qui avait laissé Michel dicter les règles dans sa propre maison. J'étais maintenant une force avec laquelle il fallait compter, déterminée à récupérer ce qui m'appartenait de droit. La première victoire est arrivée fin avril, lorsque le juge a rendu une ordonnance d'expulsion contre Lucie. Elle avait 30 jours pour quitter la propriété. Michel, quant à lui, a reçu une ordonnance lui interdisant d'accéder à la maison sans mon consentement explicite. « C'est un bon début », a dit Julien lorsque nous avons reçu la notification. « Mais ne baissons pas la garde. Ils peuvent encore faire appel. » Et ils ont fait appel, bien sûr. Michel a engagé un nouvel avocat, un avocat réputé pour ses coups bas. Soudain, des témoins sont apparus, assurant m'avoir entendu offrir la maison à Lucie. Des documents prouvant prétendument que Michel avait payé une partie du prêt immobilier, tous faux, évidemment. Même une lettre, soi-disant écrite par moi, où j'exprimais mon désir de donner la propriété à ma chère belle-sœur. La falsification était si grossière que j'ai failli en rire en la voyant. Ma signature ne ressemblait même pas à l'original. Mais l'anxiété est revenue quand Julien m'a expliqué que nous devrions passer par une expertise graphologique, ce qui retarderait encore plus l'affaire. C'est exactement ce qu'il cherche, m'a-t-il expliqué. Faire traîner la procédure, nous user, nous faire dépenser plus d'argent en frais de justice. Ils espèrent que vous vous lasserez et que vous accepterez un accord défavorable. Je ne me lasserai pas, ai-je répondu avec une détermination qui a surpris même mon avocat. Cette maison est tout ce que j'ai. Je ne vais pas abandonner. Ce n'était pas seulement une maison. C'était le symbole de mon indépendance, le fruit du travail de générations de femmes dans ma famille. Ma grand-mère avait travaillé comme couturière pendant des décennies pour me laisser cet héritage. Ma mère avait sacrifié ses propres rêves pour me donner une éducation. J'avais moi-même investi des années à faire de ces murs un foyer. Je n'allais pas laisser Michel et Lucie me l'arracher avec des mensonges et des manipulations. Pendant ce temps, je vivais dans un petit appartement loué dans le quartier de Belleville, un endroit bruyant et coloré qui contrastait avec la tranquillité de ma maison de la rue des Mimosas. Pascal me rendait souvent visite, apportant des plats faits maison et des nouvelles du voisinage. Selon elle, Lucie vivait toujours dans ma maison, mais elle avait commencé à sortir des affaires petit à petit, comme si elle se préparait à une défaite éventuelle. Madame Dubois l'a vue l'autre jour charger des tableaux dans une voiture, m'a raconté Pascal un après-midi, alors que nous partagions un café dans ma minuscule cuisine. Elle dit que c'était tes tableaux, ceux que ta mère a peints. J'ai ressenti un pincement au cœur. Ces tableaux étaient la seule chose qui me restait de ma mère, à part les souvenirs. Des paysages simples de la côte bretonne où elle avait grandi, peints avec des couleurs douces qui capturaient parfaitement la lumière du nord. « Tu penses que je devrais porter plainte ?» ai-je demandé à Julien quand je lui ai parlé du vol. « Nous pourrions », répondit-il pensif. « Mais cela ouvrirait un autre front juridique. Il est peut-être préférable de se concentrer sur la récupération de la maison d'abord. Nous pourrons nous occuper des objets volés plus tard. » Il avait raison, bien sûr. Mais chaque jour passé loin de mon foyer, sachant que Lucie dormait dans mon lit, utilisait ma cuisine, touchait mes affaires, était une torture. La rage est devenue ma compagne constante. Une présence brûlante,
qui me tenait éveillée la nuit et me donnait de la force pendant la journée. Mi-mai, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Arnaud, l'ex-mari de Lucie. « Nous ne nous connaissons pas », dit-il d'une voix nerveuse quand j'ai répondu. « Mais je pense avoir des informations qui pourraient la vous intéresser. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de la place de la République. Arnaud s'est avéré être un homme d'apparence ordinaire, avec des yeux fatigués et des mains qui ne cessaient de bouger nerveusement. Il m'a raconté qu'il avait été marié à Lucie pendant 3 ans, un mariage qu'il a décrit comme un enfer calculé. Lucie n'a pas de problème financier, m'a-t-il révélé, confirmant ce que je soupçonnais déjà. Elle a un bon poste d'avocate d'affaires et un appartement en propriété à Bordeaux. L'histoire du divorce difficile était un autre mensonge. C'est moi qui ai dû m'échapper d'elle, pas l'inverse. « Pourquoi me racontez-vous cela ?» ai-je demandé, bien que j'aie déjà deviné la réponse. « Parce que je sais ce qu'elle fait », a-t-il répondu avec le regard de quelqu'un qui en a trop vu. « Elle a fait la même chose avec moi. Elle m'a manipulée pour obtenir mes propriétés, mon argent. Elle a même essayé de s'emparer de la maison de mes parents. Elle est méthodique. » Arnaud m'a fourni des documents qui prouvaient ces affirmations. Des relevés de comptes bancaires, des titres de propriété, même des enregistrements de conversations où Lucie admettait ses véritables intentions. C'était une mine d'or juridique. « Puis-je vous demander quelque chose ?» a dit Arnaud alors que nous nous disions au revoir. « Qu'est-ce que votre maison a de si spécial ? Lucie aurait pu s'emparer de n'importe quelle propriété, elle en a les moyens. Pourquoi s'en prendre spécifiquement à la vôtre ? Je ne lui ai pas raconté la vérité sur notre lien de parenté. Certaines histoires sont trop compliquées pour être partagées avec des inconnus. À la place, j'ai répondu par une demi-vérité. Je crois que pour elle, il ne s'agit pas de la maison en elle-même, mais de ce qu'elle représente. C'est une forme de pouvoir, de contrôle. Arnaud a hoché la tête, comme si ma réponse confirmait quelque chose qu'il savait déjà. « Faites attention », m'a-t-il prévenu. Lucie n'abandonne pas facilement, et quand elle perd, elle devient dangereuse. Cette nuit-là, alors que je rangeais les documents qu'Arnaud m'avait donnés, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. « Tu devrais t'inquiéter davantage de ce qu'il y a à l'intérieur de la maison que de la maison elle-même. » Je n'avais pas besoin de signature pour savoir qui l'avait envoyé. Les mains tremblantes, j'ai appelé Julien. « Nous devons accélérer la procédure », lui ai-je dit sans préambule. Je crois que Lucie prépare quelque chose. 3 jours plus tard, le juge a rendu l'ordonnance d'expulsion définitive. Les documents fournis par Arnaud avaient été le coup de grâce. Ils prouvaient non seulement que Lucie disposait de moyens financiers suffisants et d'une résidence alternative, mais aussi d'un schéma de comportement frauduleux. La tempête que j'avais déchaînée était sur le point d'atteindre son paroxysme. Et cette fois, je ne serais pas la victime, mais la force irrésistible qui balayerait tout sur son passage. Je me suis plantée sur les marches de l'entrée le jour où les huissiers de justice sont arrivés. Le ciel de Paris menaçait d'orage, comme si la nature voulait accompagner ce moment de justice. Lucie observait depuis la fenêtre du salon, pâle et hébétée. Michel n'était pas là. Il avait disparu 2 jours plus tôt, la laissant seule face aux conséquences. Typique de lui, toujours à fuir quand les choses se compliquaient. Les huissiers, un homme âgé à l'air sévère et une jeune femme au regard compatissant, m'ont salué avec formalité. « Madame Isabelle Monet ?» demanda l'homme, consultant ses documents. « Oui, c'est moi », répondis-je, sentant un nœud dans ma gorge. Malgré la victoire juridique, il y avait quelque chose de profondément triste à devoir récupérer ma maison de cette manière. « Nous avons une ordonnance du tribunal pour exécuter l'expulsion immédiate de la propriété », continua-t-il en me remettant des papiers. « Souhaitez-vous être présente pendant la procédure ?» J'ai acquiescé. J'avais besoin de voir de mes propres yeux comment ma maison redevenait la mienne. Julien est arrivé quelques minutes plus tard, suivi de Pascal, qui avait insisté pour m'accompagner pour me soutenir moralement. J'avais également engagé un serrurier pour changer à nouveau toutes les serrures et une équipe de déménageurs pour transporter les affaires de Lucie. Quand l'huissier a frappé à la porte, plusieurs minutes se sont écoulées avant que Lucie n'ouvre. Elle portait une simple robe noire et avait l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Ses yeux, si semblables aux miens, étaient rougis. « Madame Vargas, » dit l'huissier, « nous avons une ordonnance du tribunal pour procéder à votre expulsion. Vous avez le droit de récupérer vos effets personnels sous surveillance. » Lucie a hoché la tête en silence,
et s'est écartée pour les laisser passer. Elle m'a regardé brièvement, sans dire un mot, mais ses yeux transmettaient un message clair. Ce n'était pas fini. Entrer dans ma propre maison après des mois, c'était comme explorer un lieu à la fois familier et étrange. Les murs étaient toujours les mêmes, mais l'énergie avait changé. Des photographies qui n'étaient pas les miennes étaient accrochées aux murs. Des meubles que je ne reconnaissais pas occupèrent des espaces auparavant vides. L'odeur d'un parfum inconnu imprégnait l'air. Pendant que les huissiers supervisaient la collecte des affaires de Lucie, j'ai parcouru chaque pièce, prenant des notes mentales des changements et des dommages. Mon bureau, où je travaillais sur des projets de restauration de livres anciens, avait été transformé en chambre d'amis improvisée. Ma cuisine, autrefois impeccable et organisée, était maintenant un chaos de vaisselle sale et d'aliments périmés. Mais ce qui m'a le plus blessée, c'est de trouver l'album photo de ma mère caché sous le lit, avec plusieurs pages arrachées. Les photos où apparaissait Antoine avaient disparu. Il manquait aussi la petite boîte en bois où je gardais les lettres de ma grand-mère et quelques documents personnels. « Tu cherches ça ?» demanda Lucie, apparaissant soudainement à la porte de la chambre. Elle tenait la boîte en bois entre ses mains. « C'est à moi, » dis-je en tendant la main. « Rends-la-moi, s'il te plaît. »« Comme Antoine m'a rendue à moi-même ?» répliqua-t-elle avec amertume. « Comme il t'a rendu le temps que tu as perdu à l'attendre. »« Nous ne sommes pas Antoine, » répondis-je en gardant mon calme. « Nous n'avons pas à répéter ses erreurs. » Lucie laissa échapper un rire sec, sans humour. « C'est facile à dire de ta position. Toi, au moins, tu as eu une mère qui t'aimait, une grand-mère qui t'a laissé un héritage. Moi, je n'ai rien eu. Tu as eu une famille adoptive qui t'a donné son nom et son amour, lui ai-je rappelé. Tu as eu des opportunités que je n'ai même pas osé rêver. De l'amour ? Puis cracha-t-elle le mot comme si c'était du venin. Les Vargas m'ont adopté parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils m'aimaient comme on aime un trophée, quelque chose à montrer à leurs amis. Regardez comme nous sommes charitables. Nous avons adopté une orpheline. Je n'ai jamais été assez bien pour eux. J'ai vu quelque chose dans ses yeux à ce moment-là, quelque chose que je reconnaissais parce que je l'avais vu dans les miens. La douleur de ne jamais se sentir à la hauteur, de vivre toujours dans l'ombre d'attentes impossibles. « Je suis désolée », dis-je, et je le pensais sincèrement. « Mais ça ne te donne pas le droit de prendre ce qui est à moi. » Lucie regarda la boîte dans ses mains, comme si elle venait de se souvenir qu'elle la tenait. Après un moment d'hésitation, elle me la tendit. « Tout n'y est pas, » admit-elle. « Quelques lettres, je les ai brûlées. J'ai ressenti un pincement au cœur, mais j'ai acquiescé. Je comprenais l'impulsion destructrice, le besoin d'effacer le passé qui nous avait blessés. Les huissiers ont appelé Lucie depuis le rez-de-chaussée, lui indiquant que le temps pour récupérer ses affaires touchait à sa fin. Nous nous sommes regardés une dernière fois, un miroir déformé de ce que nous aurions pu être dans une autre vie, avec un autre père, dans d'autres circonstances. « Tu sais ce qui est le pire ?» dit-elle finalement, d'une voix si basse que je l'ai à peine entendue. « C'est que lorsque j'ai découvert qui tu étais, une partie de moi voulait vraiment te connaître, savoir comment tu étais. Si nous avions quelque chose en commun à part le sang, tu aurais pu le faire autrement, » répondis-je. Sans mensonge, sans manipulation, je ne sais pas faire autrement, avoua-t-elle, avec une honnêteté qui me surprit. C'est ce que j'ai appris pour survivre. Je n'ai pas su quoi répondre à cela. Parfois, il n'y a pas de mots pour refermer des blessures si profondes. Lucie est partie la tête haute, sans regarder en arrière. Ses affaires ont été chargées dans le camion de déménagement, à destination d'un endroit que je ne tenais pas à connaître. En la voyant s'éloigner, accompagnée des huissiers, j'ai ressenti un étrange mélange de triomphe et de vide. Le serrurier a changé toutes les serrures en un temps record, me remettant un nouveau jeu de clés qui pesait dans ma main comme un symbole tangible de récupération. Julien m'a dit au revoir avec la promesse de poursuivre les démarches de divorce. Pascal essaie resté un peu plus longtemps, m'aidant à mettre un peu d'ordre dans le chaos qu'ils avaient laissé. « Tu veux que je reste cette nuit ?» offrit-elle, en balayant les fragments de ce qui semblait avoir été une de mes assiettes préférées. « Tu n'as pas à être seule après tout ça. »« Merci, mais j'ai besoin d'être seule avec ma maison, » répondis-je, reconnaissante pour son offre mais déterminée à renouer avec mon espace en privé. Quand tout le monde est parti, je suis restée au milieu du salon, écoutant les sons familiers, le craquement du bois ancien, le bourdonnement lointain du réfrigérateur, le murmure du vent dans les arbres du jardin. La maison semblait vide,
mais pas dans le mauvais sens du terme. Elle semblait propre, comme après une tempête dévastatrice. J'ai parcouru chaque pièce, touchant les murs comme s'ils étaient de vieux amis. Dans la cuisine, j'ai nettoyé à fond chaque surface, éliminant toute trace des intrus. Dans la salle de bain, j'ai jeté tous les produits qui n'étaient pas les miens et j'ai rempli la baignoire d'eau chaude et de sel aromatique. J'avais besoin d'un rituel de purification. Pendant que l'eau coulait, j'ai trouvé dans un tiroir de la coiffeuse un petit carnet que je ne reconnaissais pas. Je l'ai ouvert avec curiosité et j'ai découvert que c'était un journal. Le journal de Lucie. Les premières pages étaient datées de 3 ans auparavant, lorsqu'elle avait apparemment découvert notre lien. Aujourd'hui, j'ai confirmé qu'Isabelle Monet est ma demi-sœur, disait la première entrée. Après tant de recherches, j'ai enfin trouvé la pièce manquante du puzzle de ma vie. Je devrais me sentir complète. Mais je ne ressens que de la rage. Pourquoi a-t-elle eu tout ce qui m'a été refusé? Pourquoi Antoine l'a-t-il choisi, elle? J'ai besoin de comprendre. Les pages suivantes relataient son obsession croissante pour moi. Comment elle avait enquêté sur chaque aspect de ma vie. Comment elle avait prévu de s'approcher de moi à travers Michel, qu'elle avait rencontré accidentellement exprès lors d'un vernissage. Michel est si facile à manipuler, écrivait-elle, tellement avide d'attention, si peu sûr de lui sous sa façade de confiance. Il a suffi de quelques conversations pour qu'il me raconte tout sur sa femme, la merveilleuse Isabelle, si indépendante, si parfaite. Il ne sait pas que chaque détail qu'il me donne est une arme que j'utiliserai plus tard. Au fur et à mesure de ma lecture, j'ai ressenti un mélange d'horreur et de fascination. Lucie avait méticuleusement documenté son plan pour s'infiltrer dans ma vie, pour gagner la confiance de Michel, pour finalement réclamer ma maison comme une forme tordue de justice pour ce qui, dans son esprit, m'avait été injustement accordé. Mais il y avait aussi des entrées plus vulnérables, des moments où sa détermination faiblissait, où la culpabilité pointait entre les lignes d'auto-justification. « Je l'ai vue aujourd'hui au supermarché », écrivait-elle dans une entrée particulièrement révélatrice. Elle ne m'a pas vue. Elle choisissait des fruits, si concentrés, avec ce pli entre les sourcils que j'ai aussi quand je me concentre. Un instant, j'ai failli m'approcher, failli lui dire la vérité. Et si tout ce plan était une erreur? Et si elle n'était pour rien dans tout ça? Mais ensuite, je me suis souvenu de la photo d'Antoine avec elle à sa remise de diplôme, souriant fièrement, et la rage est revenue. Il n'a jamais été à ma remise de diplôme. Il ne savait même pas que j'existais. J'ai fermé le journal, incapable de continuer à lire. Je ne voulais pas m'aventurer plus loin dans l'esprit tordu de Lucie, dans ses justifications, dans sa douleur. J'en avais déjà assez avec la mienne. Cette nuit-là, en me plongeant dans la baignoire chaude, j'ai senti les tensions des derniers mois se dissoudre lentement. Les larmes sont venues sans prévenir, silencieuses d'abord, puis en sanglots qui secouaient tout mon corps. J'ai pleuré pour la famille que je n'avais jamais eue, pour le père qui nous avait abandonnés toutes les deux, pour la sœur que nous aurions pu être l'une pour l'autre si les circonstances avaient été différentes. Quand l'eau a refroidi, je me suis séchée. J'ai enfilé mon pyjama préféré et je me suis dirigée vers la chambre principale. Les draps avaient été changés, mais je les ai quand même tous enlevés et j'en ai mis de nouveaux, frais et propres. C'était un geste symbolique, une façon de réclamer aussi cet espace intime. Je me suis couchée et pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément dans mon propre lit, sans la tension qui s'enroulait auparavant dans ma poitrine comme un serpent. Je n'ai pas rêvé de Michel, ni de Lucie, ni de bataille juridique. J'ai rêvé de ma grand-mère Geneviève, de ses mains rugueuses mais affectueuses, de sa voix douce me chantant des berceuses bretonnes. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux et le chant des oiseaux dans le jardin. Je me suis levée, j'ai préparé du café et je suis sortie sur le porche. De là, je pouvais voir le petit potager que j'avais planté des années auparavant. La lavande avait survécu, résistante comme toujours. Le romarin avait besoin d'une taille urgente. Les tomates étaient mortes, mais je pouvais en planter de nouvelles. En contemplant mon jardin malmené mais résilient, j'ai compris que la maison ne serait plus jamais exactement comme avant, ni moi non plus. Nous avions toutes deux été transformées par l'expérience, marquées par les cicatrices de l'invasion et de la récupération. Mais les cicatrices ne sont pas toujours quelque chose de négatif. Parfois, elles sont des rappels de notre force, de notre capacité à guérir, à nous reconstruire.
J'ai respiré profondément l'air frais du matin parisien, et j'ai souri. La reine avait réclamé son trône, et il était maintenant temps de restaurer le royaume. La vérité, j'avais su que Lucie était liée à Michel depuis le début. J'avais tout orchestré. Ce n'était pas un hasard s'ils s'étaient rencontrés à ce vernissage. C'était un piège soigneusement préparé, subtil et silencieux. Elle ne m'a pas reconnue au début. Trop d'années, trop d'amertume accumulée. Mais je savais exactement qui elle était. Et je savais ce qu'elle voulait. La vengeance. Tout a commencé 3 ans plus tôt, quand j'ai trouvé ces lettres dans les affaires de ma mère. Voir le nom d'Antoine Monet après tant d'années a rouvert des blessures que je croyais cicatrisées. Mais ce qui m'a vraiment frappée, c'est de découvrir l'existence d'une autre femme, Hélène, et d'une fille, Lucie, ma demi-sœur. Poussée par un mélange de curiosité et de ressentiment, j'ai engagé un détective privé pour la retrouver. Ce ne fut pas difficile. Lucie Vargas Monet était une avocate à succès à Bordeaux, spécialisée en droit immobilier. Elle avait une vie parfaitement documentée sur les réseaux sociaux, voyages de luxe, fêtes exclusives, un mariage apparemment heureux avec un homme d'affaires nommé Arnaud Mendoza. J'ai observé sa vie de loin pendant des mois, étudiant ses mouvements, ses goûts, ses amitiés. Plus j'en apprenais sur elle, plus mon ressentiment grandissait. Pourquoi avait-elle eu toutes ces opportunités alors que j'avais lutté pour chaque parcelle de ma vie? Pourquoi les Vargas, une famille riche et bien connectée, l'avaient-ils adoptée, elle, et pas moi, qui avait fini par rebondir de maison de parents en maison de parents qui me toléraient à peine? Ce n'est que lorsque j'ai vu une publication particulière sur son Instagram que quelque chose a changé en moi. C'était une photo de Lucie aux côtés d'un homme plus âgé que j'ai immédiatement reconnu. Antoine. Mon père. Notre père. La légende disait simplement, avec le seul homme qui ne m'a jamais fait défaut, comme mon père, shrink pour toujours. La rage m'a aveuglée. Antoine n'était pas mort sans héritier comme on me l'avait fait croire. Il avait gardé le contact avec Lucie toutes ces années. Il l'avait vue grandir, l'avait soutenue, alors qu'il m'avait abandonnée avec une mère malade et sans ressources. C'est alors que j'ai commencé à planifier. Ce ne serait pas une vengeance rapide ou évidente. Ce serait quelque chose de subtil, de patient, comme une toile d'araignée tissée avec une précision millimétrique. Et au centre de cette toile, ma maison, la seule chose véritablement à moi, le symbole de mon indépendance. D'abord, j'ai enquêté sur le cercle social de Lucie. J'ai découvert qu'elle fréquentait certaines galeries d'art à Paris lorsqu'elle visitait la ville. J'ai aussi su, grâce aux publications sur les réseaux sociaux, que son mariage avec Arnaud était en train de se fissurer. Elle le présentait comme le méchant, mais mes recherches ont révélé une histoire différente. Lucie avait tenté de s'approprier des biens familiaux d'Arnaud par des manipulations juridiques. L'étape suivante fut Michel. Je l'ai rencontré par hasard dans un café près de mon travail. Il n'a pas été difficile d'attirer son attention. Il avait toujours été sensible à la flatterie et je savais exactement quoi dire pour l'intriguer. Notre relation a progressé rapidement, comme je l'avais prévu. En moins d'1 an, nous étions mariés et il emménageait dans ma maison de la rue des Mimosas. Le véritable défi était de garder Michel et Lucie séparés jusqu'au moment opportun. Paris n'est pas si grand quand on fréquente les mêmes cercles. Finalement, quand j'ai senti que le moment était venu, j'ai orchestré leur rencontre à ce vernissage d'un ami commun. Je n'y suis pas allée, prétextant un engagement professionnel inévitable, mais j'ai insisté pour que Michel y aille. « Tu vas adorer le travail de Charles », lui ai-je dit. « Et sa sœur sera là. C'est une importante avocate de Bordeaux. Tu pourrais nouer de bons contacts. » Ce qui a suivi, c'était comme assister à une pièce de théâtre dont j'avais écrit le scénario, mais où les acteurs improvisèrent leurs répliques. Michel a été fasciné par Lucie dès le premier instant. Elle, ne sachant pas qui il était vraiment, a vu une opportunité quand il a mentionné qu'il était marié à une bibliothécaire nommée Isabelle. J'ai vu leur amitié grandir à distance, feignant de ne pas remarquer les appels à des heures étranges, les messages effacés à la hâte, les réunions de travail qui s'éternisaient jusqu'au petit matin. J'ai vu comment Lucie semait la discorde dans mon mariage à travers Michel, suggérant que j'étais égoïste de ne pas partager la propriété de la maison, d'insister pour garder mes finances séparées, de ne pas vouloir d'enfant pour l'instant. Et j'ai attendu. J'ai attendu pendant que mon mariage s'effritait lentement, pendant que Michel devenait plus critique, plus contrôlant, plus distant.
J'ai attendu en voyant Lucie entrer dans nos vies comme une ombre allongée, se rapprochant de plus en plus de son objectif, ma maison. Quand Michel a finalement exprimé qu'il voulait que Lucie emménage avec nous, temporairement, en raison de son divorce difficile, j'ai su que mon plan fonctionnait. Mon refus a été calculé, assez ferme pour les provoquer, mais pas au point de leur faire abandonner complètement l'idée. Ce que je n'attendais pas, c'était l'audace avec laquelle ils ont agi. Changer les serrures pendant que j'étais au travail. Installer Lucie comme si la maison était à elle. Essayer de m'intimider pour que je parte. Ce fut leur erreur. Leur arrogance, leur conviction qu'ils pouvaient m'écraser si facilement, m'a donné exactement ce dont j'avais besoin. Des preuves claires d'occupation illégale, de violence psychologique, de tentatives d'appropriation indue. Pendant qu'ils croyaient que j'étais désespérée, faisant appel à un avocat en dernier recours, j'avais déjà toute la documentation nécessaire préparée. J'avais protégé légalement ma propriété des années auparavant, m'assurant que Michel ne pourrait jamais réclamer aucun droit sur elle. J'avais conservé des copies de tous les documents importants dans un coffre-fort. J'avais même discrètement installé des caméras de sécurité dans les parties communes de la maison, qui ont enregistré nombre de leurs conversations incriminantes. Les laisser croire qu'ils avaient gagné était l'appât parfait. Je leur ai permis de s'enfoncer de plus en plus dans leur propre arrogance, dans leur sentiment d'impunité. Je les ai laissés creuser leur propre tombe, pendant que je sécurisais silencieusement mes droits légaux et que j'observais comment leur suffisance les consumait. Michel était le pion parfait, faible, réactif, facile à manipuler. Et Lucie, elle a marché droit dans le piège que j'avais tissé. Le contact avec Arnaud n'était pas non plus un hasard. Je l'avais contacté des mois auparavant, partageant mes soupçons sur le plan de Lucie. Lui, encore blessé par les manipulations de son ex-femme, était plus que disposé à me fournir toutes les preuves qu'il avait sur les schémas de comportement frauduleux de Lucie. Tout s'est déroulé selon mon plan, avec quelques improvisations nécessaires en cours de route. La seule vraie surprise fut de découvrir que Lucie avait réellement connu Antoine, qu'il avait été présent dans sa vie d'une manière ou d'une autre. Cela expliquait beaucoup de choses. Son ressentiment spécifique envers moi, sa fixation sur ma maison, qu'elle croyait à tort avoir été achetée avec l'argent d'Antoine, son besoin de vengeance pour quelque chose que je n'avais jamais fait. La dernière partie de mon plan fut la plus difficile émotionnellement. Quand j'ai finalement récupéré ma maison et trouvé le journal de Lucie, j'ai dû faire face à la réalité de ce que j'avais fait. Non seulement j'avais manipulé Michel, l'utilisant comme un pion dans mon jeu de vengeance, mais j'avais aussi attisé le feu du ressentiment de Lucie, lui permettant de croire à un récit qui renforçait sa douleur. En lisant ces mots, j'ai vu une femme aussi blessée que moi, cherchant des réponses au mauvais endroit, blâmant les mauvaises personnes. J'ai vu le même vide que j'avais ressenti toute ma vie, la même question sans réponse. Pourquoi n'étais-je pas assez bien pour être aimée? Le journal a révélé une autre vérité dérangeante. À un moment donné, Lucie avait envisagé d'abandonner son plan, de s'approcher de moi honnêtement, d'essayer de construire une relation réelle. C'est la photo d'Antoine à ma remise de diplôme qui a ravivé son ressentiment. Une photo que j'avais falsifiée numériquement et, accidentellement, laissée là où elle pourrait la voir lors de sa première visite chez nous. Je me demande souvent ce qui se serait passé si j'avais cherché Lucie autrement, si je lui avais dit la vérité dès le début, qu'Antoine m'avait aussi abandonnée, que la photo était fausse, que je n'avais jamais eu l'amour ni le soutien d'un père. Peut-être aurions-nous pu guérir ensemble, au lieu de nous blesser mutuellement. Mais on ne peut pas changer le passé, et les décisions prises ne peuvent être défaites. Il ne reste qu'à vivre avec les conséquences et à en tirer des leçons. Dans les mois qui ont suivi la récupération de ma maison, j'ai refait ma vie petit à petit. Le divorce avec Michel s'est finalisé sans grande complication. Il était trop honteux de la tournure des événements pour opposer beaucoup de résistance. J'ai vendu la maison de la rue des Mimosas, incapable de continuer à vivre entre des murs qui contenaient maintenant trop de souvenirs amers, et j'ai acheté un petit penthouse dans le quartier de Malazania, lumineux et sans histoire. Je n'ai pas eu de nouvelles de Lucie pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'un jour, presque 1 an plus tard, je reçoive une enveloppe par la poste. À l'intérieur se trouvaient quelques objets qu'elle m'avait volés. Le collier de ma grand-mère, quelques photos de famille et une courte lettre. « Isabelle, nous méritions mieux que ça, toutes les deux. Je ne cherche pas ton pardon et je ne t'offre pas le mien. Je veux juste que tu saches que je comprends maintenant que nous étions des pions dans un jeu que nous n'avons pas créé.
Antoine nous a volé la possibilité d'être sœurs, de nous soutenir mutuellement, de partager nos vies. N'essaie pas de me contacter. J'ai besoin de temps et de distance pour guérir. Peut-être qu'un jour, si le destin le veut, nous nous retrouverons dans des circonstances différentes. Lucie, j'ai gardé la lettre dans la même boîte où je conserve les quelques souvenirs qui me restent de ma mère. Parfois, je la relis et je me demande si Lucie connaît toute la vérité, que je l'ai manipulée autant qu'elle m'a manipulée, que notre guerre a été orchestrée par moi depuis le début, que j'ai laissé se dérouler une tragédie que j'aurais pu éviter. Mais il y a des vérités qu'il vaut mieux laisser enfouies. Certaines révélations n'apportent pas la paix, seulement plus de douleur. Et il y a déjà eu assez de douleur dans nos vies. Ce que Lucie ne saura jamais, c'est que j'ai une autre lettre, écrite mais jamais envoyée, où je lui raconte toute la vérité. Peut-être qu'un jour je trouverai le courage de l'envoyer, ou peut-être que je la brûlerai, comme elle a brûlé les lettres d'Antoine, et que je laisserai le passé se transformer enfin en cendres. Pour l'instant, je me contente de la vie que j'ai construite, une vie sans manipulation, sans vengeance, sans le poids d'un passé que je ne peux pas changer. Une vie où je suis simplement Isabelle, pas la fille abandonnée d'Antoine, pas l'épouse trahie de Michel, pas la sœur séparée de Lucie. Juste moi, enfin libre d'être qui je veux être, sans que personne d'autre ne définisse ma valeur ou ma place dans le monde. Et s'il y a une chose que j'ai apprise de toute cette expérience, c'est que les maisons ne sont que des bâtiments. Le vrai foyer, nous le construisons à l'intérieur de nous-mêmes. Et celui-là, personne ne pourra jamais nous l'arracher.